spéciale et membre du syndicat des professeurs de l'UQAM, le SPUC. Elle est représentante au SPUC au Conseil central du Montréal métropolitain, membre de plusieurs comités de mobilisation syndicale, coordonnatrice de la revue sociale et politique à Babar, membre de l'Association des juristes progressistes et d'autres mouvements de contestation sociale en sciences juridiques. Sa présentation ce soir va être double. Donc, comme Mme Sanogo ne peut être là ce soir, Mme Fontaine a essayé de s'ajuster à la dernière minute pour essayer de couvrir l'aspect juridique de la question ce soir. Donc, va porter autant sur les nouvelles perspectives de contestation d'une loi spéciale, puis à quoi ressemblent les lois spéciales, les négociations passées, comment est-ce qu'elles ont été contestées. Donc, un retour en arrière et des perspectives dans nos luttes actuelles au niveau juridique. Xavier Lafrance est professeur de sciences politiques à l'UQAM, il est membre et délégué du syndicat des professeurs de l'Université du Québec, le SPUC, et membre également de Québec solidaire. L'intervention ce soir de Xavier va porter sur ce qu'on peut retenir de la grève illégale des professeurs de Colombie-Britannique en 2005. Et donc, oui, on parle de négociations salariales, de contestation de lois spéciales, mais les négociations de nos conditions de travail s'inscrivent dans un contexte politique et économique d'austérité. Les groupes communautaires doivent souvent pallier aux lacunes de nos services publics. Ces groupes vivent au quotidien les conséquences des coupures dans notre filet social au niveau des problèmes vécus par les gens qui fréquentent ces groupes, augmentation des inégalités sociales, coupe à l'aide sociale, moins de logements sociaux, etc. Et malgré ce travail de première ligne, ces groupes voient leur financement constamment menacé. C'est en fait pourquoi nous avons invité notre dernière panéliste de la soirée, Véronique Laflamme, qui est organisatrice communautaire au FRAPRU et membre du comité de suivi de la coalition Main Rouge. Cette coalition regroupe plus de 85 groupes sociaux. Sa présentation a pour titre « Ici, un décret était une occasion de faire converger les mouvements contre l'austérité et pour un meilleur partage de la richesse ». Donc, comme vous voyez, soirée très intéressante en perspective. Donc, Mme Fontaine va avoir une trentaine de minutes, 15 minutes pour nos deux autres panélistes, et ensuite, ça va être suivi d'une période de questions, d'échanges avec la salle. Donc, sans plus tarder, Mme Fontaine, à vous la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aussi à nos internautes qui nous suivent via 99% médias, dans l'autre sens. Donc, je vais assurer à double titre un peu la présentation. Je vais essayer de faire de mon mieux pour le volet que j'ai dû ajuster, mais j'espère que ça ira. Si jamais vous ne comprenez pas quelque chose, arrêtez-moi en route pour que je ne vous perde pas, parce que sinon ça va être un peu plate et ça va être tout. Alors je voulais vous parler des lois spéciales et le faire en 4 points. D'abord les lois spéciales au Québec, ensuite la décision rendue par la Cour suprême du Canada, Saskatchewan, les contestations des lois spéciales et enfin la résistance citoyenne. Alors en ce qui concerne les lois spéciales au Québec, avant tout ce sont des instruments politiques, qu'elles soient agitées comme des épouvantails par le gouvernement ou qu'elles soient vraiment adoptées, elles ont un effet sur la négociation collective. Le gouvernement québécois en est malheureusement très friand, beaucoup dans les années 70 et les années 80. Et depuis les années 80, ces lois-là sont de plus en plus féroces. Donc je m'inspire ici des travaux de Martin Petitclerc et Martin Robert, dont vous avez certainement entendu parler sur les lois spéciales. Ces deux auteurs-là notent pour les années 80 deux périodes importantes. La première est l'année 83, où on adopte une loi spéciale qui en fait comporte, comme la plupart des autres, des dispositions pénales habituelles, amende, suspension de cotisations syndicales, donc là ça porte un grave coup aux organisations syndicales. Puis on inverse aussi la présomption d'innocence. Donc ça c'est très grave pour les personnes qui se font accuser de méfaits. Mais elle innove, on se doute qu'elle innove pas pour le meilleur, en tout cas pas à notre sens. Elle coupe les salaires de 2 jours par journée de grève, donc vous perdez 2 fois votre salaire pour une journée de grève. Elle coupe l'ancienneté, 1 jour de perte d'ancienneté par jour de grève. Elle
Elle prévoit aussi des congédiements sommaires. Et puis elle interdit aux syndicalistes en poste d'exercer des fonctions syndicales s'ils ont été condamnés au titre de cette loi. Alors le plus hallucinant dans l'histoire, c'est que le gouvernement est allé jusqu'à suspendre l'application des chartes, donc la charte canadienne et la charte québécoise, parce que ça rendait trop difficile l'application de cette loi, la loi 111. Donc c'était le pire des cas, et malheureusement cette loi-là a été reprise maintes fois. La seule chose que le gouvernement a laissé tomber, c'est la suppression de l'ancienneté. Alors c'est pas pour nous faire un cadeau, c'est juste qu'en pratique, c'est un casse-tête incroyable pour appliquer ces mesures de perte d'ancienneté. Le deuxième moment charnière, selon Martin Piquer et Martin Robert, c'est la fin des années 80. Donc il y a 1986, qui est vraiment un moment important où il y a des grèves illégales. Là, on adopte la loi spéciale numéro 160, qui va devenir une loi permanente, en fait, qui va déterminer les services essentiels. Donc ça va être appliqué de manière parfaite, dans les moindres détails, et le gouvernement, le législateur, a prévu quelque chose de plus dans cette loi-là, c'est la responsabilité civile qui va être engagée pour les personnes qui auraient commis des méfaits. Donc des tiers vont pouvoir poursuivre les syndicats s'ils n'ont pas obtenu les services auxquels ils ont droit normalement, puisqu'on avait affaire ici à une grève illégale. Et enfin, toujours en 89, cette fois, c'est toujours la même loi, la loi sur les services essentiels, donc qui est encore une fois applicable de manière draconienne. Les années 90, c'est plus calme, il se passe pas grand-chose. Ensuite, on en vient pour les lois spéciales au Québec. C'est la loi de 2005 qui est la plus flagrante, la plus importante, la plus frappante, j'allais dire. Mais là, vous avez fait il y a un petit pamphlet à l'entrée, puis j'ai comme pas grand-chose à ajouter parce que c'est super bien fait. Donc félicitations, c'est le comité de MOB Maisonneuve. Donc en quelques mots, je vais juste vous dire qu'elle impose le retour au travail, évidemment. Donc elle est adressée aux employés du gouvernement et aux salariés qui travaillent dans les collèges, les commissions scolaires, les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Elle vise à assurer la continuité des services publics et elle fixe les conditions de travail jusqu'en 2010. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de négociation collective des conditions de travail pendant tout ce temps-là. Et elle prévoit une majoration des salaires, sauf pour les années 2004 et 2005, c'est-à-dire que c'est 2 années qui vont être perdues en termes de rémunération, d'augmentation salariale. Donc c'est vraiment une loi matraque, comme on les appelle parfois. Et donc ça veut dire que jusqu'en 2010, on n'aura pas le droit d'exercer le droit de grève. Il y a d'autres mesures en 2003, mais je les laisse de côté. Je reviendrai sur la contestation de la loi de 2005 tantôt. Alors, je m'excuse de vous déranger, le ou la propriétaire d'une pensée bleue immatriculée B40HB de bien vouloir se rendre à la réception. Je répète, le ou la propriétaire d'une pensée bleue immatriculée B40HB de bien vouloir se rendre à la réception immédiatement. Donc, deuxième point, la décision de Saskatchewan qui constitutionnalise le droit de grève au Canada. Donc la Charte canadienne des droits et libertés prévoit dans son article 2D que le droit d'association est garanti pour tout individu, mais donc la liberté d'association, mais ça a pris des années pour qu'on en vienne à reconnaître la garantie constitutionnelle du droit de grève. Alors dans un premier temps, ça a été très long, on a dit que la liberté d'association était protégée par la Constitution, mais les moyens d'exercer la liberté d'association, soit la négociation collective et le droit de grève, n'étaient pas protégés. Donc en gros, c'est une coquille vide. Vous avez une liberté d'association, mais vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas les moyens d'exercer. Il a fallu attendre 2007 pour que la Cour suprême dise « on traite ici de la liberté de négocier collectivement les conditions de travail ». Attention, on ne parle pas du droit de grève encore, c'est juste de la négociation collective. Et on reconnaît, là c'était vraiment un bonheur de dire ça, on reconnaît qu'on s'est planté en 1987.
Elle l'a dit en des mots plus corrects, mais elle a vraiment reconnu s'être trompée en 1987. Donc, en 2007, la liberté d'association et le moyen de l'exercer sous la forme de la négociation collective sont protégés par la Constitution. Donc, il a fallu attendre 2015 pour que le droit de grève soit également protégé, reconnu comme protégé par la Constitution. Donc, nous avons un droit de grève constitutionnalisé et juste, je voulais vous citer ce que disait la Cour suprême du Canada à ce propos. Ça concernait en fait une loi sur les services essentiels. Donc, elle est invalidée au motif qu'elle limitait trop l'exercice du droit de grève des employés du secteur public, donc de Saskatchewan. Donc la Cour suprême estime que cette loi donnait trop de pouvoir au gouvernement employeur puisqu'il pouvait décider unilatéralement du nombre d'employés pouvant faire grève et des titres d'emploi visés. Et de là, on a reconnu que le droit de grève était protégé par la Constitution. Troisième point, est-ce que je suis dans le temps? C'est correct? Ok. Troisième point, les contestations des lois spéciales. Alors, j'ai 4 sous-points. L'absence de contrôle a priori de la valeur, de la validité, de la constitutionnalité des lois spéciales. Alors au Québec, au Canada, on n'a pas vraiment la possibilité de procéder a priori à des validations du caractère constitutionnel ou pas d'une loi. Mais il y a possibilité de le faire a posteriori. Donc soit on va devant la Cour supérieure, soit devant la Cour d'appel, puis si c'est au niveau fédéral, ben on va devant la Cour suprême directement. Il y a 3 possibilités. La première, on s'adresse directement au tribunal. Ça, c'est quand une personne demande de vérifier la constitutionnalité d'une loi, mais il faut qu'elle ait un intérêt particulier dans cette démarche-là. Que, juridiquement parlant, je n'entrerai pas dans les détails, là, mais c'est des cas exceptionnels. Il ne faut pas compter là-dessus pour y arriver. Deuxième cas, c'est encore une personne qui pourrait, en fait, c'est pour éviter de se faire appliquer une loi qui serait inconstitutionnelle, donc elle mène une action d'avance pour vérifier la constitutionnalité. Encore une fois, c'est un cas juridiquement très très particulier, puis encore une fois, on l'abandonne. La troisième possibilité, c'est à l'initiative du gouvernement. C'est lui qui pourrait demander aux tribunaux de vérifier la constitutionnalité d'une loi ou d'un projet de loi. C'est ce qu'on appelle la procédure de renvoi. Et donc ça se ferait a priori, donc avant l'adoption de la loi spéciale. Évidemment, la loi spéciale, on l'adopte très rapidement. Donc, dans le mécanisme normal d'une validation a priori, c'est un peu antagoniste. Mais on pourrait se baser sur cet élément-là. Une autre possibilité, la requête en sursis d'exécution. En gros, vous avez des dispositions qui vous sont applicables et vous voulez demander suspension du jugement. Mais là, encore une fois, on rêve un peu pour notre cas. En matière de services essentiels, oui. Est-ce que vous avez des exemples sur les requêtes en sursis? Est-ce que ça a été historiquement tenté? Non, là, je ne pourrais pas te répondre comme ça, mais je pourrais vérifier après. Vous avez mon courriel. Oui. Je passerai à la contestation des décisions des lois qui mettent en œuvre des services essentiels. Il y a d'ores et déjà plusieurs syndicats qui ont déposé des plaintes pour des lois, pour des questions de services essentiels en ce moment, la CSN et la FIC. Donc en fait, c'était pour... Ils avaient organisé des services essentiels dans les établissements en grève et c'est, si vous voulez, pratiquement, dans un établissement donné, un hôpital par exemple, il y a plusieurs services et dans chacun des services, le Code du travail prévoit qu'on doit appliquer un certain pourcentage de services essentiels. Donc les syndicats ont décidé, logiquement, d'appliquer, quand c'est des services de moindre importance considérés par le Code du travail, un 60% ou un 80%,
et d'appliquer dans le secteur hospitalier 90%, dans les urgences 100%, etc. Et le Conseil des services essentiels a dit que non, que c'était pas bon, qu'il fallait, comme c'était un secteur hospitalier, il fallait adopter 90% ou 100%. Donc tout ça, ça se retrouve maintenant sous la forme de plainte, puisqu'on conteste ces choses-là au titre de la décision de Saskatchewan qui dit que la grève est constitutionnelle. Donc on essaie d'attaquer la loi du Code du travail en fait sur les dispositions des services essentiels. Je vais passer c'est le même type d'exemple pour la FIC et la CSN. Pour ce qui concerne les lois spéciales, très vite, je suis là, je devais déborder, non? Non? Ok. Pour la loi de 2005 dont je vous parlais tantôt, les organisations syndicales en fait, ont déposé des requêtes pour lutter contre cette loi et la déclarer inconstitutionnelle, puisqu'elle portait atteinte à la liberté d'association et la liberté d'expression. On a eu une décision rendue en 2013. Cette décision en fait n'est pas du tout en notre faveur, puisqu'elle concluait que l'adoption de cette loi spéciale de 2005, dont je vous ai donné les points les plus handicapants en fait, à l'encontre du mouvement syndical, les dispositions qui sont prévues là-dedans. Donc elle a conclu que l'adoption du cadre budgétaire ne prouve pas l'absence d'intention de négocier de la part du gouvernement et n'impliquait pas nécessairement l'intervention du législateur. Donc, selon la juge Roy, il n'y a pas eu, selon elle, atteinte à la liberté d'association de la partie syndicale lors de la ronde de négociation de 2003 à 2005. Elle ajoute, subsidiairement, si atteinte à la liberté d'association il y avait, soit à l'égard des négociations et de l'imposition législative des conditions de travail, soit à l'égard de l'interdiction de grève, elle-même aurait conclu qu'une telle atteinte aurait été juste et raisonnable dans une société libre et démocratique. Donc quand on porte plainte pour atteinte au droit d'association, qui est l'article 2D de la charte canadienne, le seul moyen de s'en sortir, c'est de dire que c'est justifié par l'article 1er de la charte, qui dit que l'attaque, si elle est justifiée de manière raisonnable dans une société libre et démocratique, ben, on peut attaquer, on peut porter atteinte à un droit et à une liberté, même si elle est protégée par la Constitution. Donc là, pas de chance. Et j'ai pas obtenu la suite, on attend la suite de cette décision-là, pour voir si ça va traverser. La situation actuelle, donc 2015, pour la négociation du secteur public, ben là, il faut mettre les choses un peu en contexte d'austérité, là, on le sait tous, des attaques néolibérales à tous les services publics, secteur public, particulièrement des attaques véhémentes. La base est très mobilisée, on le sait, on le voit avec moi je suis matinée, j'allais super vite, j'aurais dû ralentir. Donc la base est très mobilisée, on en est à notre 3e journée de grève tournante, avec des taux de vote à plus de 80%, donc c'est une excellente chose. Puis on se rappelle aussi de la manif du 3 octobre qui a mobilisé 150 000 personnes à peu près, donc il faut profiter de ce mouvement-là pour que je prêche des convaincus, hein, je sais, mais en fait on va essayer que la vague se propage encore plus loin. Juste à titre anecdotique, le Conseil central Montréal métropolitain, en fait, depuis quelques mois, en fait, c'est surtout des représentants des secteurs publics qui étaient présents. Puis plus le temps passe, plus il y a des représentants du secteur privé qui sont présents, des représentants des groupes communautaires, des étudiants, etc. Donc on sent qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent chercher de l'information, donc c'est un signe très positif. Alors, si on nous imposait une loi spéciale maintenant, qu'est-ce qu'on ferait?
comme je vous le disais, l'exercice, il faudrait refaire l'exercice de c'est une loi spéciale qui vient contrer un droit de grève protégé par la Constitution. On peut l'attaquer si c'est justifié dans une société libre et démocratique. À mon sens, on pourrait attaquer la loi spéciale. Je pense que les syndicats vont le faire de toute façon s'il y a une loi spéciale. Le hic, ça va être les sanctions, parce que comme on le voyait tout à l'heure, les mesures de suspension des éventuelles amendes, peines, etc., on n'a pas de moyen de les suspendre de manière temporaire. On ne peut pas suspendre un jugement, il est exécutoire. On n'a pas de moyen pratique pour le faire. On peut regarder du côté du droit international, mais c'est un droit qu'on appelle mou, qui n'est pas contraignant, donc ça ne nous donne pas beaucoup de prise sur ces affaires-là. Mais il ne faut quand même pas oublier que dans la décision de Saskatchewan du 30 janvier 2015, la Cour suprême a dit qu'il fallait accorder une valeur importante aux affirmations du Comité de la liberté syndicale. Et le Comité de la liberté syndicale, lui, reconnaît depuis des années la valeur non seulement du droit de grève, mais la valeur aussi particulière de la grève, non seulement la grève du travail, mais aussi la grève de protestation. Donc, il y a des moyens juridiques, mais il y a aussi la rue. On l'a déjà fait, il va falloir le refaire. Alors c'est sûr qu'on va, je vous parlais du point de vue juridique, on va vous dire non, c'est sûr qu'on va nous faire peur pour qu'on ne conteste pas en disant que ça va mener à rien, mais il faudra y aller pareil. C'est pas parce que maintenant on a toute la légitimité avec la décision de Saskatchewan. On a toute la légitimité d'utiliser cette décision pour contrer une loi spéciale. Ça va être légal. Mais, comme en droit du travail, comme en général, ça va prendre des années. Vous avez vu 1987, non, on a une coquille vide. Il a fallu attendre 2007, il a fallu attendre 2015. Donc, on ne peut pas attendre le droit. Donc, on va aller dans la rue. Juste des exemples. Le Front commun de 72, ça a fonctionné. Je ne vous rappellerai pas l'histoire, vous la connaissiez avant moi. Ensuite, on a l'exemple du printemps érable, qui est encore sous... Ça ne s'est pas endormi, là, il est là et ça renaît. Donc c'est encore un exemple qu'on peut se mobiliser. L'autre exemple qui est un peu moins inspirant, mais dont on peut tirer des leçons et qui ne se reproduirait pas aujourd'hui, c'est la grève des infirmières de 99 qui malheureusement s'est mal terminée. Mais je pense qu'on pourrait entamer une résistance citoyenne en 2015 comme c'est en train de se mettre en place actuellement et défendre l'idée de la validité constitutionnelle du droit à la grève sociale en s'appuyant sur la convention de l'OIT numéro 87 de l'Organisation internationale du travail qui est relative à la liberté syndicale et considérer qu'on n'est plus dans un seul régime de rapport collectif wagnerien très limité où on ne peut faire grève que dans le cadre d'une négociation collective, mais se détacher un peu de ça et voir au-delà de ça. On n'est plus en 1935, on n'est plus en 1964, donc il faudra aller au-delà de toutes ces réponses. Je vais m'arrêter là-dessus. Si jamais vous avez des questions, je peux y revenir tantôt. Merci.
Salut tout le monde. Hello. Salut tout le monde. Je vais vous parler de la grève illégale qu'il y a eu en Colombie-Britannique des enseignants et enseignantes du primaire et secondaire en 2005. C'est intéressant, je pense, pour nous, mais surtout pour lancer la discussion, pour prendre certaines idées, puis peut-être avoir un échange intéressant ensuite. C'est intéressant parce que c'était une grève relativement récente, il y a à peine une dizaine d'années, qui s'est passée au Canada, mais aussi parce qu'il y a eu une grève de solidarité aussi qui a accompagné le mouvement, qui était assez impressionnante à l'époque. En 2001, en Colombie-Britannique, le Parti libéral a été élu avec un programme, un agenda et des intentions néolibérales très, très assumées et affirmées. Ils se sont mis à l'ouvrage assez rapidement avec des contre-réformes néolibérales. Je vous passe les détails là-dessus. Déjà en 2002, il y a eu des mobilisations qui se sont mises en branle. Il y a eu plusieurs manifestations, différents mouvements qui sont mis en branle. Et je mentionne rapidement qu'en 2004, il y a eu une grève importante aussi des employés hospitaliers. Donc les employés là, de soutien, d'entretien, cafétéria, services, etc. dans les hôpitaux en Colombie-Britannique. Donc plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont fait une grande grève. Et cette grève-là a fait face à une loi spéciale. Elle a continué quand même pendant quelques jours, donc elle était illégale. Et il y a eu un mouvement de solidarité qui commençait à se mettre en branle. Et je mentionne tout ça parce qu'il y a eu à ce moment-là une négociation secrète entre les dirigeants de la centrale syndicale de la Colombie-Britannique, les dirigeants du syndicat des employés d'hôpitaux, puis les dirigeants du CFP avec le gouvernement. Il y a eu une entente, puis la grève a arrêté finalement. Ils sont sortis de la salle, derrière les portes closes, sont sortis, on dit c'est fini, on retourne. Puis c'était considéré vraiment comme une entente tout à fait décevante et comme largement à la base d'une trahison de la part des dirigeants à ce moment-là. Je vous mentionne tout ça parce que c'est important de le garder en tête pour ce qui suit avec la grève des enseignants et enseignantes de 2005, donc de l'année suivante. Donc, j'en viens à la grève en tant que telle des enseignants et enseignantes. En 2001, les libéraux avaient fait de l'éducation un service essentiel, une loi pour en faire un service essentiel, donc ce qui limitait évidemment grandement le droit de grève des enseignants et enseignantes. Après un an avait aussi imposé en 2002 une convention collective d'une durée de 3 ans qui arrivait à échéance au tout début, en janvier 2005, si je ne m'abuse. Plus tard, en 2005, après près d'un an, en fait plusieurs mois sans convention collective, le syndicat des enseignants et enseignantes s'est mis en grève pour forcer l'employeur à négocier et notamment à le forcer à imposer une clause de limite du nombre d'étudiants et étudiantes par classe. Donc, il demandait aussi un rattrapage salarial, mais un point central, c'était celui-là, donc la qualité de l'éducation, la composition des classes, et une limite du nombre de personnes, d'étudiants, d'élèves par classe. Et donc, il y a eu un mandat de grève qui a été adopté à ce moment-là. 81% des membres ont voté, 88% ont voté, parmi les membres qui ont voté, 88% ont voté oui à la grève. On a, dans les jours qui ont suivi, lancé des moyens de pression qui sont inscrits dans une perspective d'escalade des moyens de pression, qui a passé par des grèves tournantes et éventuellement une grève provinciale. Face à cette grève provinciale-là, le gouvernement de la Colombie-Britannique, donc les mêmes libéraux, néolibéraux, vont répondre avec un projet de loi 12 qui va prolonger la convention collective qui était déjà en place jusqu'à 2006. Donc ils se disent, on se revoit dans un an, nous, c'est fini, donc une loi spéciale, on reconduit votre convention collective telle qu'elle, et la grève devient illégale, il y a des sanctions qui sont prévues, etc. Cette loi-là donc entre en vigueur le 7 octobre 2005, et le lendemain, le syndicat, donc le BCTF, le British Columbia Teachers Federation, donc le syndicat qui regroupe autant les enseignants du primaire que du secondaire, va répondre avec un nouveau vote de grève, va réaffirmer la grève maintenant qu'elle est illégale, et ça va passer à 90% environ. Donc c'est assez clair comme message envoyé.
là, je vais continuer de vous donner certains détails sur le déroulement de cette grève-là, puis son élargissement avec le mouvement de cette grève de solidarité. Puis je vais ensuite de ça revenir sur certains points qu'on doit retenir sur comment ça a été organisé la grève, certaines leçons qu'on peut en tirer. Donc, j'en étais au vote de grève, on reconduit ça, 90% c'est illégal, c'est pas grave, on continue. Donc, 38 000 enseignants-enseignantes dans la province à ce moment-là qui sont en grève illégale. La revendication, donc une négociation, on veut une convention collective négociée, on veut le droit de négocier le nombre d'élèves, la composition des classes dont j'ai parlé, et une hausse salariale qu'on reconnaît comme étant juste. Le 9 octobre, la Cour suprême de la Colombie-Britannique va déclarer que la grève représente un outrage au tribunal. La grève va se poursuivre quand même. Le 13 octobre, cette même Cour suprême de la Colombie-Britannique va rendre un jugement qui affirme que le syndicat des enseignants et enseignantes ne peut pas émettre de compensation de grève, donc les payes de grève pour les gens qui vont faire du piquetage, ni user des ressources financières ou autres dont ils disposent le syndicat pour soutenir la grève qui est donc illégale. Mais encore une fois, la grève va non seulement se poursuivre, mais encore une fois de façon très intéressante, il y a une solidarité vraiment large qui va se développer dans le mouvement des travailleurs et travailleuses de la province à ce moment-là. Dès le début de la grève des enseignants et enseignantes, les quelques 23 000 employés des commissions scolaires ont montré un fort soutien aux enseignants et enseignantes. Une bonne partie de ces travailleurs et travailleuses-là sont affiliés au SCFP de la Colombie-Britannique, donc le syndicat canadien de fonction publique en Colombie-Britannique, et ne sont pas en période de négociation collective, ne sont pas en position de faire la grève légalement, donc, mais vont respecter les lignes de piquetage. Donc, un très grand nombre vont respecter les lignes de piquetage, vont même participer aux lignes de piquetage et aux différentes manifestations en parallèle qui s'organisent. Il y a plusieurs, même, ça aussi c'est intéressant, je pense particulièrement dans le contexte actuel au Québec, il y a certains dirigeants de commissions scolaires qui vont même être plutôt sympathiques, donc des cadres qui vont être plutôt sympathiques au mouvement de grève et qui vont décider de fermer certaines écoles pendant la durée de la grève. Il va y avoir toute une série de manifestations massives, là je passe les détails, mais un peu partout dans la province, donc des grandes manifestations, une grande solidarité qui s'exprime. Et il va y avoir aussi donc des grèves de solidarité organisées qui vont se mettre en branle, qui vont être organisées par la direction du SCFP de la Colombie-Britannique. Et on va faire ça par région. Donc on va se dire le 18 octobre, donc ça fait déjà plusieurs jours qu'on est en grève, le 18 octobre, une dizaine de jours, un peu plus, on va commencer par le nord de la province. Il va y avoir des grèves qui vont être menées donc par des membres du SCFP qui, encore une fois, ne sont pas en position de négociation collective, qui ne peuvent pas faire la grève légale, mais qui, cette journée-là, vont faire une grève illégale, même si ça ne les touche pas directement ou ça ne touche pas leur unité de négociation directement. Ensuite de ça, le 19 octobre, ça va être le sud-est de la province. Le 20 octobre, ça va être le centre de la province. Et là, on en prévoit une dernière pour le 21 octobre à Vancouver, évidemment, la métropole de la province. La grève, donc ces grèves tournantes-là sont vraiment bien suivies par les membres du CFP. Il y a une bonne proportion qui y participent, qui font la grève dans les différentes régions. Il y a même certains syndicats du secteur privé, en fait, qui vont faire des petites grèves un peu partout en soutien. Et aussi, un autre truc très intéressant à noter, c'est qu'il va y avoir, pendant ces grèves tournantes-là, des sondages qui vont être faits, qui vont montrer que l'opinion publique appuie de plus en plus fortement la grève, alors même qu'on sait que c'est une grève illégale, doublement illégale, si vous voulez, parce que les enseignants et enseignantes sont dans l'illégalité. Mais il y a d'autres gens qui font des grèves de solidarité, ce qui, par définition, est illégal. Donc, il y a 53% d'appui, selon les sondages, juste avant la grève, le déclenchement de la grève au tout début du syndicat des enseignants-enseignantes. On va monter à près de 63% d'appui juste à la veille de la grève tournante de solidarité de Vancouver, qui était prévue pour le 21 octobre. Face à cette détermination-là, face à ce grand mouvement de solidarité-là, le gouvernement de la province va être forcé finalement de proposer au syndicat la médiation.
Donc, il avait promis qu'il voulait bien entendre qu'il n'y avait pas question de négocier avec des gens qui étaient dans l'illégalité, etc., qui foutaient le chaos, qui foutaient le trouble. On ne vit pas avec du monde comme ça. Il n'y en a pas question, mais éventuellement, alors que les grèves tournantes se mettent en branle, le gouvernement donc va, et là, dans un échange que j'ai eu avec une militante qui s'appelle Tara, je vais être sûr de bien prononcer son nom, de Tara Urke, qui était une membre très active lors de ce mouvement-là en 2005, qui est toujours membre du syndicat au moment où on se parle. Elle me disait que vraiment, il y avait un sentiment très répandu dans le syndicat et ailleurs, dans la province, que le gouvernement venait quémander, venait demander, pratiquement supplier, on veut la médiation, prenez la médiation, acceptez-le, parce qu'il sentait clairement que le rapport de force s'était inversé. À ce moment-là, les dirigeants de la centrale syndicale, donc la British Columbia Federation of Labour, la centrale syndicale provinciale, vont intervenir dans le processus, vont mettre de la pression sur la direction du syndicat des enseignants et enseignantes pour qu'on mette fin à la grève et accepte les recommandations du médiateur qui vont sortir de ce processus de médiation. Donc le médiateur qui a été nommé par la province, bon, etc. Non seulement ils vont mettre une certaine pression sur les dirigeants du syndicat des enseignants, mais les dirigeants de la centrale provinciale vont s'arranger pour qu'on annule la dernière grande journée de mobilisation prévue à Vancouver le 21 octobre. Donc ça va être cancellé, puis on va tenir, au lieu de ça, un vote sur l'offre le document qui ressort du processus de médiation qui est proposé par le médiateur. Finalement, les membres vont voter, suivant la recommandation de la direction du syndicat, à 67% en faveur de l'entente, ou en fait de la médiation, de ce qui est proposé donc, par le médiateur. L'offre n'est pas tout à fait satisfaisante, en fait, elle ne l'est pas dans la mesure où elle met en place une loi, la loi 33, très très molle sur la question de la régulation de la composition des classes, le nombre d'élèves, etc. Puis on l'a vu dans les années qui ont suivi, effectivement, c'était, passez mon expression, de la bullshit, puis ça n'a pas permis du tout d'atteindre l'objectif qu'on s'était posé. Malgré ça, il va y avoir certains éléments intéressants. Par exemple, il va y avoir un investissement de 20 millions de dollars dans le fonds de pension des professeurs de la province et aussi des hausses salariales substantielles pour les enseignants et enseignantes sur appel. Bon, donc c'est ni figue ni raisin, mais n'empêche que ce qu'on peut voir d'après les comptes rendus de ce mouvement-là, c'est que les gens sont rentrés la tête haute. D'abord parce qu'en plus de quelques concessions dont je viens de vous faire part, le gouvernement a été forcé à accepter la médiation, même à aller quémander du côté du syndicat ce processus-là de médiation pour qu'on mette fin à la grève. Et l'autre point qui est crucial pour ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, et ces jours-ci au Québec, c'est qu'il n'y aura pas de sanctions qui vont être appliquées. D'accord? Donc, il n'y a pas d'amendes qui vont être imposées contre les grévistes. D'ailleurs, ça avait été la même chose dans le cadre de la grève du mouvement de solidarité de 2004 autour des hôpitaux. Même chose, les sanctions n'ont pas été appliquées, sauf, je pense, pour les postiers qui sont au niveau fédéral. Donc, la vaste vache, en 2005, personne n'a eu de sanction, d'après ce que j'ai pu comprendre ici. Donc, les facteurs qui ont pu permettre l'organisation de cette grève-là, donc quelques points qu'on peut en tirer. D'abord, ce qu'il faut savoir, et ça c'est crucial, je pense aussi, plusieurs points cruciaux dans ce que je viens de dire, finalement. J'espère que vous avez pris les notes. Le rôle, il y a un rôle très important dans l'organisation de la grève, joué par un caucus démocratique qui s'est organisé par un réseau donc, de militants-militantes au sein du syndicat qui s'appelle Teacher Viewpoint, qui avait été formé des années plus tôt, en fait, au cours des années 90, même à la fin des années 80, et qui a joué un rôle crucial dans la préparation de cette grève-là. De quelle façon? D'abord, dès 2004, lors de différentes instances du syndicat des enseignants et enseignantes, ils vont, les gens de Teacher Viewpoint, préparer différentes résolutions qui vont être amenées, notamment lors d'un conseil des délégués syndicaux provinciaux, donc l'instance intermédiaire, j'imagine, entre le Congrès et les syndicats locaux. Donc, il y a cette réunion des délégués-là, et dès 2004, donc au moins un an à l'avance, avant le déclenchement de la grève, on va amener une résolution à l'effet qu'il faut préparer la grève tout de suite, il va falloir faire la grève, et il va falloir se préparer à ce qu'elle devienne illégale rapidement, et qu'on continue la grève ensuite de ça.
Donc déjà, c'est préparé en ce sens-là. Et une autre résolution qui est amenée aussi très rapidement, en fait, lors de cette même réunion-là, qui va être amenée dans différentes instances et discutée à d'autres niveaux, différents paliers, aussi dans le syndicat, ça va être l'idée qu'il faut absolument que la grève se termine à travers un vote de la base, et donc qu'il y ait un vote large du membership des syndicats. Il n'y a pas de question qu'on fasse le coup de 2004 avec les dirigeants qui disent on vient de négocier, c'est le fun, c'est fini, rentrez chez vous. Puis il y a une PD qui, à l'époque, avait sorti aussi dans les médias pour dire on est super content que la grève soit terminée, avant même qu'il y ait de vote à la base. Donc, on prend acte de ça, et pour celle de 2005, pour la grève de 2005, on se dit il faut qu'il y ait une consultation. La résolution est adoptée, et donc ça lie d'une certaine façon les dirigeants syndicaux, et ça va jouer un rôle important, ça, pour que la grève puisse continuer. Premier point. Ensuite de ça, le rôle de Teacher Viewpoint, donc du caucus de militants-militantes organisés à l'intérieur du syndicat, va systématiquement faire de la mobilisation auprès des membres, va préparer les résolutions, mais va aussi se préparer lors des différentes instances, dans les différentes instances pour défendre ces propositions-là, aller au micro, avoir des arguments préparés, etc. Il va y avoir tout un travail de mobilisation fait avec du matériel d'information, des journaux, des tracts. D'ailleurs, j'en ai quelques copies ici du matériel qui a été utilisé par le syndicat. Si vous voulez, vous viendrez me voir par la suite. Et tout un travail de coordination aussi qui est fait et de circulation d'informations pour faire vivre le processus démocratique, pour qu'on sache ce qui se passe d'un syndicat local à l'autre. Donc, ça, c'est parmi certains points importants qui doivent être mentionnés sur le caucus Teacher Viewpoint. L'autre truc, c'est qu'il y a eu en parallèle, pour préparer le mouvement de grève de solidarité, un travail qui a été fait par le CFP de la Colombie-Britannique. Dès 2002, on a commencé à faire circuler des résolutions pour qu'elles soient adoptées au niveau local dans les différents syndicats, pour se dire, et donc c'était adopté, discuté dans les assemblées générales, il y avait une résolution, un template, un projet de résolution qui était circulé, où on disait, s'il y a quelqu'un qui est attaqué, qui va en grève et qui suit une loi spéciale dans les prochaines années face au gouvernement libéral, on va se mettre en grève, même si c'est illégal. Donc on fait circuler le débat, on s'y prépare, etc. Ça a eu lieu pendant au moins 2 ans avant ces mouvements de grève-là. Oui, oui, on pourra en reparler. Donc, voilà. OK. Vraiment, en conclusion, je pense 2-3 petits points sur les leçons qu'on doit retirer. D'abord, évidemment, la grève illégale et les grèves de solidarité ne mènent pas automatiquement à la catastrophe. C'est possible de forcer l'État à négocier, d'éviter les amendes et même de faire des gains. Une fois qu'on a dit ça, en même temps, il faut se préparer, se planifier. C'est un point sur lequel Tara insistait bien. On ne peut pas improviser une grève illégale. Il faut qu'il y ait de la coordination, il faut qu'il y ait de la préparation. Ensuite de ça, la pression venant de la base est absolument cruciale, au moins dans les cas que je vous ai présentés ici, pour pousser les directions à agir. D'abord parce qu'il faut préparer les propositions de grève qui venaient donc de ce caucus-là, je vous en ai parlé. Et ensuite de ça, parce qu'il faut pousser l'exécutif à appuyer... En fait, ils ont réussi finalement à appuyer, à forcer l'exécutif à appuyer la grève une fois qu'elle était illégale. Au départ, on ne voulait pas le faire un an auparavant, quand les premières résolutions sont sorties pour faire la grève. Mais une fois que la grève a été déclarée illégale et qu'on a voté à 90%, l'exécutif, qui faisait face à des sanctions très sévères, a quand même été voir les syndicats locaux pour dire voici pourquoi on doit continuer et faire caler le bluff du gouvernement. Donc, à travers cette pression de la base-là, l'exécutif a été... on lui a forcé la main un petit peu, puis éventuellement, il y a eu une participation active de la part de l'exécutif qui a pu renforcer le mouvement comme ça. Au-delà de l'opposition qu'il peut y avoir entre la base et le sommet, entre le leadership et une base ou des réseaux de militants dans la base qui sont organisés, je pense que la pression de la base est de toute façon importante, même si on a l'exécutif avec nous. Même si l'exécutif veut continuer, veut faire la grève, il faut que les gens soient organisés à la base. Pour que la grève puisse lever, tenir, continuer. C'est aussi un autre point de leçon à retenir, important de penser à des mesures pour que la base puisse garder le contrôle de son propre mouvement. Donc ça, c'était l'idée de dire s'il y a une grève et qu'on veut l'arrêter, c'est pas le sommet, c'est la base qui va décider.
Et le dernier point, c'est que clairement, il y a dans ce genre de mouvement-là une logique qui dépasse un petit peu ce qu'on peut prévoir au départ. Le sens de ce qui est possible politiquement dans la lutte devient beaucoup plus élastique, peut s'élargir rapidement. Et la solidarité peut devenir très rapidement contagieuse aussi. Je pense que ces mouvements de grève-là, dont je vous ai parlé trop brièvement, montrent clairement ça. Donc peut-être que ça peut nous inspirer à une discussion intéressante. Voilà, merci. Bonsoir tout le monde. Donc moi, ce soir, je vais vous parler au nom de la Coalition Main Rouge. La Coalition Main Rouge, c'est une coalition qui regroupe en fait 100 organisations sociales de divers horizons. Donc, autant des groupes communautaires comme les associations de consommateurs, les groupes de personnes retraitées, le FRAPRU, des groupes de personnes à l'aide sociale, des tables des corporations de développement communautaire, que des syndicats indépendants ou des fédérations, donc les centrales n'en sont pas membres. Et j'ai l'habitude de parler trop proche du micro, alors j'essaierai de vous épargner. Donc voilà, et des associations étudiantes, en fait, comme l'AC. Donc, à la coalition, en septembre, les groupes membres ont réfléchi à la façon, cet automne, de contrer les attaques gouvernementales. Je pense que tout le monde fait le constat qu'on n'a pas fait reculer ce gouvernement-là encore, à part peut-être pour les petits débrouillards et quelques autres exceptions. Mais on n'a malheureusement pas encore de gain à notre actif, malgré une indignation qui est assez répandue dans les groupes sociaux, dans la population, on le voit notamment chez les parents. Donc, on a essayé de réfléchir à la façon de s'organiser pour contrer les attaques dans un contexte où plusieurs mobilisations sectorielles allaient avoir lieu et où donc plusieurs personnes seraient mobilisées sur des enjeux bien précis, dont les négociations du secteur public, dont les mobilisations des groupes communautaires dont je vais parler tout à l'heure, mais aussi dans des luttes très concrètes contre les conséquences directes de l'austérité, les coupes dans les programmes sociaux, l'aide sociale, le logement social et aussi dans les différentes régions. Donc, on a décidé ensemble que, évidemment, on n'allait pas s'ingérer dans les luttes en cours et que dans le respect de l'autonomie et des stratégies propres à chaque mouvement en cours, on essaierait de voir comment on pouvait contribuer à créer un mouvement plus large autour de revendications sociales à portée plus large que les revendications sectorielles portées par chacun des groupes. Donc, avant d'y arriver, je vais juste vous faire un petit retour en arrière. On le sait, actuellement, on est dans un automne de mobilisation majeure qui, jusqu'à maintenant, ne nous a pas trop déçus. En tout cas, aujourd'hui, il y avait des gens sur les piquets de grève. Je ne sais pas si c'est des personnes de l'Alliance des profs de Montréal ici. On a tout le monde vu peut-être des petits vidéos viraux hier de profs sur des lignes de piquetage, je pense, dans la Naudière, qui avaient réussi à faire reculer un bus de boss de la commission scolaire. Donc, je pense que c'est des syndiqués CSM. À Québec, il y a eu des drops de bannières toute la journée en appui à la mobilisation dans la capitale nationale du secteur public. Donc, des drops de bannières d'associations étudiantes, des manifs organisés par le Conseil de grève de Québec, etc. Donc, le mouvement est en marche. Il y a donc un niveau de mobilisation super important dans le secteur public. Je pense que là-dessus, vous êtes bien au courant. Mais il y a aussi d'autres mobilisations majeures. La semaine prochaine, il y a à ce jour plus de 900 groupes communautaires qui vont être en grève ou en interruption d'activité. C'est du jamais vu. Le 1er mai, c'est arrivé. Hein, il y a eu une grève qui a été adoptée par, en fait, sur les 840 groupes qui avaient des mandats de grève le 1er mai, à peu près 815 étaient des groupes communautaires. Donc, on a dépassé aujourd'hui le cap des groupes communautaires qui ont voté des grèves, des arrêts de service. Et ça, c'est quelque chose. C'est sûr que des groupes comme les comités logement et des groupes de défense des droits des personnes assistées sociales, on est moins surpris, mais il y a plusieurs groupes en santé et services sociaux pour qui c'est exceptionnel de décider de faire la grève, d'arrêter de donner des services et pour lesquels les conséquences sont quand même importantes. Donc,
ça fait suite vraiment à un mouvement, à un ras-le-bol général dans les groupes communautaires. Autant que dans le secteur public, on le voit, c'est non seulement par rapport aux conditions de travail que les gens ont, au sous-financement dans le cas des groupes communautaires, mais aussi en lien avec les conséquences concrètes de l'austérité et ce que ça a comme conséquence sur les personnes avec qui travaillent les groupes. Donc, c'est vraiment, comme on le voit aussi dans le secteur public, un ras-le-bol qui est créé plus largement par les conditions créées par l'austérité. Dans le cas de certains groupes communautaires, c'est même leur survie même qui est mise en jeu par l'austérité. Les groupes de défense collective des droits, dans 5 mois, pourraient ne plus avoir de financement, donc c'est des enjeux qui sont bien concrets. Donc voilà, on a des mobilisations qui se poursuivent aussi autour de l'école publique, des parents qui sont mobilisés, et aussi, il ne faut pas oublier la mobilisation importante des groupes de femmes qui se sont mobilisées pour la Marche mondiale des femmes et qui ont travaillé très fort pour arriver à la mobilisation de 10 000 personnes qu'on a vu à Trois-Rivières le 17 octobre et qui, dans plusieurs cas, ont vraiment fait le lien entre cette mobilisation-là et les conséquences de l'austérité sur les femmes dans l'accroissement des inégalités. Donc, ça fait partie aussi du mouvement de mobilisation qu'on vit cet automne. Maintenant, ces mobilisations-là portent pour la plupart des revendications sectorielles, même si elles sont toutes liées à l'austérité et que la plupart font le lien aussi avec l'austérité. En général, ce sont toutes des mobilisations contre l'appauvrissement, contre le creusement des inégalités sociales, contre le saccage des services publics et donc contre l'austérité en général. Comme je le disais, c'est des revendications sectorielles, donc ça ne permet pas à tout le monde de se mettre ensemble pour dire, dans un contexte où les groupes communautaires vivent un sous-financement, ce qu'on s'attend, c'est que la plupart d'entre eux n'ont pas envie de participer à une seule mobilisation en appui au secteur public et de se retrouver un peu, finalement, non pas récupérés comme on pourrait le dire, mais en fait, ne pas pouvoir porter leurs propres revendications. Donc, c'est le défi un peu, puis tout le monde qu'on a, et le défi est de réussir à faire des gains, tout le monde ensemble, dans nos secteurs, dans nos milieux, mais aussi collectivement, pour faire reculer le gouvernement sur sa politique d'austérité et pour obtenir l'argent dont on a besoin pour financer ces services publics-là. Je vais y arriver. En plus de ça, à l'heure où on se bat contre la démolition partout, vous le savez probablement, le gouvernement Couillard se prépare non seulement à des nouvelles compressions majeures, de plusieurs millions de dollars, mais en plus à priver l'État de revenus en baissant les impôts. Et là, on a une petite marge de manœuvre. On nous promettait que ça arriverait peut-être pour la mise à jour économique et financière de la fin novembre, début décembre. Finalement, les dernières rumeurs nous disent que non, ça va aller au budget. Mais tout ce que Godbout propose, c'est-à-dire hausser les taxes et tarifs, baisser les impôts, oui, des particuliers, mais aussi encore des entreprises, le gouvernement s'apprête à le faire dès le prochain budget. Alors là, ce qu'on risque d'avoir à faire, c'est à gérer l'austérité permanente, en plus de gérer les conséquences désastreuses des compressions qu'on vit depuis des mois. Alors, à la coalition, on se dit, devant ça, il faut absolument faire des gains le plus vite possible. L'heure est à l'urgence. Donc, en Assemblée générale, en septembre, après un échange, les membres de la coalition ont convenu que le meilleur moment pour arriver à créer un mouvement plus large, si ça se pouvait, c'était cet automne, après un éventuel décret, où, entre autres, tout le monde pourrait porter des revendications plus larges que seulement sectorielles. Donc, ce que les membres ont décidé, c'est d'appeler les groupes de ces membres à se mobiliser et à organiser le plus rapidement possible des actions dérangeantes et ou à tenir des consultations sur la grève dans l'éventualité d'un décret. Donc, évidemment, ça fait des mobilisations contre l'austérité, et là en particulier contre certains éléments, notamment la destruction des services publics, mais aussi pour une fiscalité permettant un meilleur partage de la richesse, étant donné qu'on sait très bien que l'argent dont on a besoin pour financer des conditions de travail adéquates dans les services publics, pour refinancer adéquatement les services publics qui soient accessibles et de qualité, et aussi pour emmener un financement adéquat aux programmes sociaux et aux groupes communautaires, cet argent-là, on sait tout le monde où il faut aller le chercher. Là. On a plusieurs exemples, je vais vous les redire, mais c'est dans la poche des plus riches et des grosses entreprises, notamment. Ce discours-là commence d'ailleurs à passer des parents qui étaient interviewés à Québec, là, c'est quand même pas rien, en plein la Beauville, à Radio-Canada cette semaine, lors de la journée de grève. C'est sûr que c'était dans le quartier Saint-Jean-Baptiste où il y a des groupes
méchant travail de l'éducation populaire, mais là, ça, c'est un autre dossier. Donc, un parent interviewé par Radio-Canada disait le gouvernement peut aller chercher l'argent ailleurs, puis aller le chercher, l'éducation, c'est important. Donc, on voit que le discours perce, et ça, c'est encourageant. Donc, un appel à la convergence des luttes au lendemain d'un décret, c'est ce qui est adopté à la coalition. Parenthèse, la coalition n'a pas appelé à la grève sociale. À la demande de ses membres, elle a produit cet automne un document d'éducation populaire sur la grève sociale qui circule déjà largement, qui est sur le site web de la coalition d'ailleurs. Mais certains groupes membres de la coalition, comme je suis organisatrice au FRAPPé, je me permets de le dire, ont des mandats de grève sociale à l'heure actuelle et se sont dotés de planchers de grève. Donc, pour qu'une telle grève soit effective. Donc, ces groupes-là, si jamais la mobilisation populaire au lendemain d'un décret fonctionnait et que les groupes voyaient que c'était peut-être l'occasion de créer non seulement un mouvement populaire donc contre l'austérité et pour un meilleur partage de la richesse, certains pourraient décider d'appeler leurs alliés à aller chercher leur mandat. Mais ça, c'est pas... c'est une éventualité que je mentionne puisque je parle également au nom du FRAPPé. Donc, il y a d'autres groupes communautaires qui ont également déjà adopté des mandats comme ceux-là. Donc, c'est pour ça qu'à la coalition, on a dit non seulement on appelle à l'organisation d'actions dérangeantes, mais également les groupes qui ont des mandats, s'ils le souhaitent, à exercer leur mandat de grève dans le cadre de ce mouvement-là de mobilisation. Donc, cette semaine, on a clarifié encore plus ce qu'on voulait faire au lendemain d'un décret. Donc, c'est vraiment se doter d'un calendrier d'action pour que, rapidement, au lendemain d'un décret, d'un éventuel décret, je devrais préciser, il y a des actions dérangeantes successives dans le plus de régions possibles, notamment à Montréal, que la coalition soutienne une coordination entre les différentes régions et que, à moins que la manifestation militaire déjà prévue pour le 28 novembre ait lieu dans un intervalle de 2 semaines, il y a aussi un appel à organiser des manifestations dans les différentes régions. Donc, c'est un peu la stratégie de mobilisation. Tout le monde sait très bien que peut-être qu'on n'arrivera pas à un décret, mais l'idée, c'est vraiment que si on arrive à un décret, on a mis toutes les conditions ensemble, on a réuni les conditions pour qu'il puisse y avoir un mouvement de mobilisation dont on a besoin, peu importe ce que décideront de faire les travailleurs et travailleuses syndiqués dans leur syndicat. L'idée, c'est qu'au lendemain d'un décret, on puisse porter le message d'indignation qui nous réunit, tout le monde, qu'on puisse également taper sur le clou de l'opposition populaire à la démolition actuelle des services publics et des programmes sociaux, et qu'on puisse également, à un moment crucial où le budget va commencer à être écrit également, vraiment taper sur le clou de la redistribution de la richesse et porter des revendications que tout le monde porte cet automne. Hein. Dans les doutes, ce qui est bien, vous avez sûrement remarqué, cet automne, même dans les mobilisations qui portent sur des revendications précises, on les met en parallèle avec la nécessité d'aller chercher l'argent. Et ça, c'est un travail qui se fait depuis des mois, qu'on a fait le 1er mai, notamment en visant des banques, qui s'est fait en février dernier, lors d'actions aussi dans les différentes régions, les banques ont été visées. Il s'est fait la semaine passée, dans les 2 dernières semaines d'actions dérangeantes du Front commun. Il y a eu KPMG, plusieurs banques notamment qui ont été visées pour montrer que l'argent de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux qu'on a pu pour financer nos services publics, il est quelque part et il est dans les coffres de banques et de multinationales au lieu d'être dans les coffres de l'État pour financer les services publics qu'on est en train de saccager. Donc, il y a comme 4 revendications qui sont portées, notamment à la coalition, mais la C, qui est un membre de la coalition, le porte activement cet automne également dans ses mobilisations. Et on a vu aussi que c'est porté par plusieurs syndicats non membres de la coalition, pour les 3 centrales. La semaine passée, le Front commun a vraiment fait un travail autour de ces revendications-là. La taxe sur le capital sur les banques et la question de l'évasion fiscale, une lutte accrue à l'évasion fiscale notamment. Donc, quelques exemples de gains concrets qu'on pourrait faire, de revendications concrètes. C'est la réinstauration de la taxe sur le capital pour les banques, 600 millions de dollars. Augmenter le nombre d'impositions pour augmenter en fait la progressivité de l'impôt. Et là, à la coalition, on a toute une proposition de 11 paliers qui permettrait de baisser l'impôt des gens qui gagnent 70 000 et plus,
mais à tout le moins, le plus petit dénominateur commun, c'est d'aller augmenter le nombre de paliers pour que les plus riches contribuent davantage. Et c'est pas du tout ça que s'apprête à faire le gouvernement. Donc, on pourrait aller chercher plusieurs millions de dollars en augmentant le nombre de paliers d'impôts. Et ça, c'est urgent, parce que si on n'apporte pas ça cet automne, ce qui nous attend, c'est les taxes et tarifs. C'est quelque chose qui est plus dur à défendre dans le milieu syndical, historiquement, je le sais, mais il faut taper sur ce clou-là. On est passé de 16 à 4 paliers d'imposition, en fait à 3, puis là on est passé à 4 sur le PQ. Mais en fait, on se prive d'argent là et les taxes et tarifs que les gens vont avoir à payer juste dans les services de garde cette année, ça n'équivaudra jamais à la petite baisse d'impôts qu'ils pourront avoir. Et là-dessus, on a un gros travail à faire d'éducation. Il y a beaucoup de matériel qui a été produit tout récemment par la coalition et qui permet vraiment de placer cet enjeu-là dans un contexte où les taxes et tarifs, les gens commencent aussi à en avoir ras-le-bonbon. Troisième solution, augmenter les impôts des grandes entreprises, au lieu de les baisser encore comme ça s'en vient. Lutter contre l'évasion fiscale, c'est très populaire, il faut taper sur ce clou-là, c'est important, c'est 740 millions. Puis, quelque chose aussi qui pogne bien avec les gens le monde ordinaire, là, qui travaillent, qui payent l'impôt, c'est le fait que les gens qui ont des gains en capital, eux autres, ils ne payent pas d'impôt sur 100% de leurs revenus. Donc, ça pogne beaucoup, imposer tous les revenus de façon équitable, donc les dividendes et les gains en capital. Et ça, on irait chercher près d'1 milliard de dollars. Donc, c'est quelques exemples, mais qui sont porteurs, donc à utiliser dans nos luttes sectorielles, dans nos actions, comme objet de lutte, la redistribution de la richesse, mais également comme revendication commune qui, à notre avis, sont essentielles si on veut aller faire des gains cet automne, parce que c'est vraiment sur le plan de la fiscalité que ça va jouer et dans le prochain budget. C'est la réforme fiscale de M. Létard. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est plus sur la map, mais qui est en train de se préparer. Puis quand ça va arriver, ça va arriver. Puis si on laisse ça arriver, bien là, on va vraiment partir, encore une fois, avec 2 prises contre nous autres. Alors, c'est vraiment central. Voilà. Donc, que pourrais-je dire? Bien, évidemment, donc voilà pour la stratégie ou ce qu'on propose au lendemain d'un décret. Je pense qu'il faut se préparer dans nos organisations, évidemment. Déjà, c'est un défi que ça descende, que les gens se disent on va se mettre ensemble, que les gens travaillent ensemble dans différentes régions. C'est pas partout que les alliances se font. Dans plusieurs régions, oui, puis les gens sont prêts, puis déjà en train d'organiser ça, mais dans d'autres, non. Donc, ce travail-là de construction doit se faire, mais pour nous, c'est essentiel qu'on lance le message qu'il faut être prêt et prête pour créer les conditions d'une mobilisation populaire. Ensuite de ça, dans nos différents milieux, bien là, si on veut que ça arrive, là, et là, tout le monde rêve de 2012, bien c'est ça aussi, ça se prépare dans les quartiers, dans les milieux de travail, etc. Il faut se dire que, quoi qu'il arrive, bien, il faut maintenir la mobilisation, peu importe le moyen qu'on choisira, pour pas que ça tombe et qu'on se retrouve dans une situation où on va continuer avec des politiques d'austérité pour encore 2, 3 puis 4 ans. Donc, vraiment, se préparer à mettre en échec le gouvernement avec des solutions concrètes, mais aussi s'organiser concrètement dans le milieu pour que ça arrive cet automne. Donc, voilà, je pourrais vous parler encore longuement de l'importance de continuer à faire circuler l'info. On voit que ça continue, que ça commence à percer. Ça perçait déjà dans quelques endroits, mais que le message pogne. Juste dans le milieu du secteur public, c'est du rarement vu que le gouvernement n'a pas réussi encore à faire passer son fameux message sur les enfants gâtés de la fonction publique. Peut-être si on lit les commentaires en dessous des articles du Journal de Montréal, mais en général, c'est pas en fait le sentiment généralisé quand on entend les gens réagir au mouvement de grève et de mobilisation actuel. Donc, il faut continuer à taper sur ce clou-là, à informer les gens puis à cibler, en fait, les vrais problèmes. Voilà. Je suis certaine qu'on va avoir le temps d'échanger plus tard. Et je voulais juste vous dire également qu'il y a du matériel qui a commencé à être produit par la coalition pour rendre visible aussi cet appui-là, parce que ça permet aussi de dire, écoutez, gouvernement, on est là, puis on est ensemble. Donc, la solidarité entre les mouvements, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, sur le fait qu'il y a de l'argent pour tout ça et qu'on est ensemble, on ne va pas laisser le gouvernement nous diviser. Donc, c'est un travail vraiment qui est fait beaucoup dans les groupes communautaires, parce que souvent, on se dit, on l'a entendu en 2012 également, si le gouvernement donne de l'argent aux étudiants et étudiantes, il n'y en aura plus pour nos logements sociaux. C'est des choses qu'on entend, donc le travail doit se faire de part et d'autre pour que les solidarités concrètes se fassent et s'organisent. Mais déjà cette semaine, on a des bons exemples de solidarité concrète
dans les différentes régions, et ça, c'est vraiment encourageant pour la suite des choses. Alors, continuons la bataille, et battons-nous pour gagner. Chers amis. Merci à nos 3 panélistes. On ouvrira une période de questions. Donc, si vous avez des questions de précision, d'éclaircissement, on peut commencer par des questions. Puis après, on pourrait peut-être ouvrir sur les perspectives de lutte, des idées. Ça peut être les deux en même temps. Libre à vous. Qui se lance en premier? Il y a un micro ici devant moi. Il y a un autre micro caché derrière le poteau là-bas à droite. Mais moi, j'en avais une question pour Léa. Tout à l'heure, elle a parlé brièvement, elle a mentionné la lutte des infirmières. Moi, j'aurais aimé avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas trop ce qui s'est passé. Tu peux nous en parler un peu? Prendre un micro qui fonctionne. Merci. Oui, je m'excuse tout à l'heure, j'ai galopé super vite, comme j'avais un peu deux trucs à faire en même temps. Ce qui fait que je suis passée sur pas mal de choses. En fait, au sujet de la grève générale des infirmières en 99, ça a été un mouvement qui a été très rapide et qui a été très violent pour les infirmières. D'abord, il y a eu des mesures gouvernementales qui leur ont imposé un alourdissement du travail. Donc, elles ont entamé une grève à l'été 99. Et le gouvernement n'a pas tardé à leur imposer une loi spéciale avec des amendes lourdes. Vous vous souvenez tantôt quand je vous ai parlé de la loi 160, c'était ça, dans toute sa splendeur. Le but du gouvernement à l'époque, c'était le déficit zéro, donc encore l'austérité appelée autrement. On leur a imposé des retraites anticipées et une nouvelle organisation du réseau, donc, qui a eu des conséquences sur leur charge de travail. Les conventions étaient échues depuis 1 an déjà. La FIC n'a pas fait partie du Front commun, donc elle a fait cavalier seule. Elle réclamait 15% de hausse salariale sur 3 années et des mesures pour réduire la précarité d'emploi. Comme la négo n'avançait pas, elle a déclenché une grève en juin, donc de 2 journées. Et elles ont assuré les services essentiels, mais elles ont enfreint la loi 160 qui organise les services essentiels. C'était pas suffisamment, les services assurés n'étaient pas suffisamment assurés à un niveau élevé. Donc là, les sanctions, c'était 2 jours de salaire pour une journée de grève. C'était l'absence de cotisation syndicale pour les organisations. Et il y a eu une autre loi spéciale qui a été adoptée pour les forcer à retourner au travail. Mais là, elle disposait de cette loi de mention qui obligeait